Bonsoir à tous, mardi 24 septembre, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. 17 300, le nombre d'entreprises nées dans les Yvelines en 2018. Pour donner toutes les clés de réussite, le forum Je crée ma boîte se déroulait aujourd'hui au Ski Cube à Guyancourt. Dans cette édition, focus aussi sur le salon Défi Entreprendre au programme ce vendredi à Versailles. Il est désormais beaucoup plus simple de relier à pied ou à vélo Mantes-la-Jolie à Limay. Une passerelle entre les deux communes vient d'être inaugurée. Les travaux de cet ouvrage qui surplombe la Seine avaient démarré en février 2018. Et puis cette inauguration est également toute récente. Une spirale aromatique a vu le jour à Bois d'Arcy à l'initiative du mouvement des incroyables comestibles. C'est la troisième initiative de ce genre en France. Et j'accueille tout de suite mes trois invités, même autour de cette table. Lynne Dauger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du club Co-Entreprendre 78. Vous organisez ce vendredi le salon Défi Entreprendre. C'est à Versailles. Entreprendre, justement, mes deux autres invités se sont lancés dans cette aventure. Paul Cassé et également Pierre de Châteaubourg. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Vous êtes les co-créateurs de la start-up CAPS. Votre projet, une capsule volante comme solution de transport aérien du futur. Restez avec nous, on parle de ces sujets dans un instant. Mais d'abord, c'était une première à Saint-Quentin en Yvelines, la journée Je crée ma boîte, un forum sur la création et la reprise d'entreprises organisé aujourd'hui toute la journée. Plusieurs partenaires de Saint-Quentin en Yvelines et du Ski Cube ont conseillé et apporté des réponses à des entrepreneurs. Le reportage de Nicolas Dandry et de Rodolphe Blondel. Accompagnement, financement, expertise, réseau et immobilier d'entreprise, les acteurs de la création d'entreprise au forum Je crée ma boîte, un événement organisé par Saint-Quentin en Yvelines et la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Objectif, conseiller et orienter les entrepreneurs dans leur démarche de création. La plupart du temps, les porteurs de projets viennent en disant « j'ai une idée, je veux savoir la meilleure forme juridique qui me convient et les aides que je peux avoir ». Donc, mon rôle, dans un premier temps, c'est de dire c'est bien de vous poser ces questions-là, mais ce n'est pas que ça. Avant, il faut poser votre projet par écrit pour savoir si votre projet est viable. Parmi les visiteurs, Cédric Leroy, son projet crée une société de conseil dans le domaine du sport avec pour cible le marché indien. J'étais un petit peu perdu, pour être tout à fait franc avec vous. Il y a énormément de statuts de société qui existent. J'ai pris des renseignements un petit peu sur Internet, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait une limite à tout ça et que c'était important de pouvoir échanger avec des personnes physiques. J'ai appris justement qu'il y avait un service international au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, ce que je ne savais pas du tout. Donc j'ai fait une prise de rendez-vous et ils m'accompagneront ensuite sur justement le choix de mon statut d'entreprise. De son côté, Sybille Capel veut développer une plateforme de recrutement, une démarche après plusieurs années passées en entreprise. Demandeur d'emploi, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a un réseau qui est très très bien ficelé et qui aide grandement les créateurs d'entreprises dès l'embryon d'idée, donc c'est plutôt sympa. Statut juridique, protection sociale, études de marché, des thèmes abordés dans ces ateliers à l'intérieur du Ski Cube. C'est des ateliers de 45 minutes. Généralement, il y a une demi-heure en fait, d'intervention du formateur, de l'expert de la thématique. Et derrière, il y a toujours 15 minutes d'échange avec les participants. Au premier trimestre 2019, plus de 5200 entreprises ont été créées dans les Yvelines. Plusieurs événements dédiés à l'entrepreneuriat sur le territoire des Yvelines. Vendredi prochain, c'est le salon Défi Entreprendre qui se tient au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Lynne Dauger, vous êtes la présidente de l'association Co-Entreprendre 78 qui organise ce forum. Entreprendre aujourd'hui, est-ce que c'est un véritable défi ? Je vous fais réagir déjà sur le titre de ce salon, Défi Entreprendre. Tout à fait. Alors on illustre justement ce défi d'entreprendre sous trois aspects. Le premier aspect, c'est de savoir construire et structurer son entreprise sur des bases solides. Et comme l'une de nos valeurs ajoutées, nous, c'est l'innovation sur les méthodes de l'entrepreneuriat. Nous allons illustrer cette méthode du Lean Startup que vous devez certainement, vous, start-upers, déjà peut-être utiliser pour justement savoir construire son business model, ce qui est essentiel, n'est-ce pas, de manière efficiente et rapide. Donc c'est une des premières manières de répondre à ce défi entreprendre. La deuxième manière, c'est de savoir s'entourer durablement, de savoir valoriser les compétences, de savoir évidemment recruter les bonnes compétences et les conserver. Ça c'est primordial aujourd'hui, ne pas être seul dans cette démarche. C'est primordial. Alors c'est la raison d'ailleurs d'existence de notre réseau, mais évidemment nous ne sommes pas le seul réseau existant. La différenciation de notre réseau par rapport aux autres clubs, nous
nous ne nous enregistrons pas vraiment comme un club, mais plutôt comme un réseau, parce que nous donnons l'opportunité en fait à des entrepreneurs de se retrouver sur des ateliers collectifs d'intelligence collective, justement, en utilisant des méthodes comme le design thinking ou d'autres méthodes de créativité que nous allons proposer justement aux visiteurs de faire vivre l'expérience pendant ce salon. Ça, les objectifs finalement de créer des synergies, des interactions entre ces acteurs, ces entrepreneurs. Absolument. Alors pas seulement entre les entrepreneurs indépendants, parce qu'effectivement c'est le propos de Co-Entreprendre 78, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui ont choisi ou pas choisi, mais enfin qui sont tout seuls pour travailler et qui représentent autant d'expertises qui viennent apporter en fait une expertise utile tant au développement des entreprises, à la création, au développement ou au retournement des entreprises. Très important. Et le troisième thème va être défi entreprendre, c'est savoir innover, parce qu'effectivement il faut être capable de savoir rebondir et de savoir s'adapter au marché qui évolue sans cesse. Proposer de nouvelles solutions, on aura l'occasion de l'évoquer avec mes autres invités. Vous l'avez dit, c'est le credo de Co-Entreprendre 78, c'est de rompre de l'isolement. Et cette première édition, comment elle vous est venue à l'idée? Est-ce qu'il y avait une demande justement au sein de ce réseau Co-Entreprendre? Tout à fait. La forte demande, c'est d'être visible, d'être rendu visible. Alors pas seulement dans le milieu des entrepreneurs et des clubs d'entrepreneurs, où là c'est assez facile de se rendre visible à Versailles parce qu'il y a beaucoup de clubs, n'est-ce pas? Mais surtout, la grande difficulté, et c'est ce pourquoi nous existons, c'est de les rendre visibles auprès des managers en fait de grands groupes ou de PME ou de dirigeants même de TPE qui peuvent tout à fait avoir besoin de telle ou telle expertise parmi nos entrepreneurs. Et vous parliez du territoire de Versailles, on est aussi sur un territoire tout proche de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. On est à proximité aussi du plateau de Saclay, donc forcément un territoire aussi intéressant pour organiser ce genre d'événement. Passionnant, tout à fait. Alors en réalité, Co-Entreprendre 78 rayonne à 1 heure autour de Versailles, donc vous voyez que nous abordons tout à fait, nous avons d'ailleurs même des sponsors qui viennent des Clés sous bois, vous m'avez cité ça tout à l'heure. Nous avons donc un certain nombre d'entrepreneurs qui viennent, même de l'Essonne, vous voyez, 1 heure autour de Versailles. Il y a un rayon d'action qui est grand. Le programme du salon, quel est-il? Que faut-il retenir de ce programme? Eh bien alors, nous avons un salon en 3 actes, comme une pièce de théâtre. Un premier acte, c'est effectivement cette journée d'atelier-conférence, avec des moments forts en fait d'intelligence collective, soit avec des speakers en fait qui vont parler vraiment de cas d'usage, de leurs méthodes innovantes d'entrepreneuriat. Donc on a bien sûr le Lean Startup, on va aborder aussi la marque employeur qui est un sujet assez récent pour voir comment concrètement elle devient accessible pas seulement aux grands groupes mais aussi aux TPE, PME. On va aborder bien sûr le bien recruter durablement, mais la formation professionnelle car il faut rester compétitif, que l'on soit seul ou que l'on soit en entreprise. On va aborder différents sujets, l'intelligence artificielle aussi, comment innover dans son business avec l'intelligence artificielle. C'est pas forcément être chercheur, mais c'est peut-être des petites applications qui peuvent vraiment améliorer la vie quotidienne de l'entrepreneur et rendre beaucoup plus visible tel ou tel artisan, commerçant, un peu plus isolé dans son territoire. Comment on y participe à ce salon? Eh bien, tout simplement, en fait, l'entrée est gratuite. Toutefois, il faut s'inscrire. Donc, on a un site. On a créé un site. Actuellement. Bravo, voilà, merci beaucoup. Et donc, il s'appelle défientreprendre.com, c'est tout simple. Et par contre, il faut bien attacher les mots défientreprendre.com pour atteindre notre site sur lequel vous trouvez non seulement les 30 experts qui vont intervenir, mais aussi le déroulé avec le timing du programme Atelier-Conférence et les différents moments forts de cette journée, le co-lunch, le Let's Lunch in English et le soir, un after-work bien naturellement, cocktail de clôture. Et quel est l'objectif que vous fixez pour que cette première, justement, soit une réussite? Écoutez, là, il se trouve qu'on a un beau succès en termes de nombre de visiteurs, puisque là, on est déjà à 160 visiteurs inscrits. Toutefois, ce n'était pas vraiment le nombre que l'on visait simplement, c'était aussi arriver à faire venir des managers de grands groupes. Et il se trouve qu'on est assez content, parce qu'effectivement, on va avoir quelques grands groupes qui vont être présents, comme Safran, Lafarge, Bouygues Construction, Schneider, que j'imaginais pas forcément au départ.
Salon Défi Entreprendre ce vendredi au domaine de Madame Elisabeth à Versailles de 11h à 18h. Merci Lynn Daugé, coprésidente de Entreprendre, présidente de Co-Entreprendre 78, je vais y arriver, qui organise bien sûr ce salon. Merci à vous. Mes deux autres invités se sont justement lancés dans le défi de l'entrepreneuriat. Paul Cassé et Pierre de Châteaubourg, cofondateurs de la start-up CAPS. Vous êtes incubés à l'école polytechnique sur le plateau de Saclay, aussi par l'école de l'ESSEC. C'est un accompagnement justement primordial pour la réussite dans votre entreprise? Oui, justement, comme ça vient d'être évoqué, pour nous, ça a été crucial de développer un réseau, de rencontrer d'autres gens qui entreprenaient aussi, juste pour avoir un retour d'expérience, de savoir les erreurs à faire et à ne pas faire, et puis d'avoir un sorte de mentorat sur certains sujets qui peuvent être compliqués quand on aborde l'entrepreneuriat. Alors, vous travaillez sur un projet de capsule volante qui pourrait être une solution à l'avenir pour les déplacements urbains, ça s'appelle CAPS. Pourquoi partir sur ce projet? Est-ce que le constat aujourd'hui qu'on peut faire de la saturation des axes routiers, notamment en Ile-de-France, est-ce que ça, c'est l'une des raisons qui vous a poussé à travailler sur ce sujet? La raison principale, je pense, c'est plutôt le constat finalement que c'était devenu faisable. Ces dernières années, il y a eu des belles avancées dans le domaine des batteries, et maintenant on est capable finalement de construire des appareils qui ont la capacité de porter finalement, sans avoir une batterie si énorme que ça, qui ont la capacité de porter une ou plusieurs personnes. Donc à partir de ce constat-là, on a voulu faire du coup dans ce domaine-là la voiture volante, et on s'est rendu compte que finalement la meilleure application qu'on aurait pu en avoir, c'était dans les villes, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes d'embouteillage, de pollution, et autant de problèmes qu'on essaye de répondre avec cet appareil. Parce que la voiture volante, c'est un vieux fantasme qui est né dans les romans de science-fiction, aussi dans différents films. Aujourd'hui, vous le dites, on a les capacités techniques pour réaliser de tels projets? Alors, techniquement, faire voler une voiture, c'est possible. Il reste encore quelques contraintes techniques, notamment dans le cas de figure où il y aurait toute une flotte de voitures volantes qui survoleraient un espace aérien. Ça serait des problèmes techniques d'interaction et de gestion pour ne pas avoir de collision en l'air, tout simplement. Et en termes de coût, est-ce que c'est aussi réalisable aujourd'hui? Tout dépend, c'est-à-dire en termes de coûts, ça demande évidemment des grosses sommes d'investissement. Les premières voitures volantes qui seront sur le marché pour des particuliers, on est déjà de l'ordre du demi-million, du million d'euros. Par contre, notre solution, c'est pas forcément de vendre ça à des particuliers, c'est de faire la voiture la plus ergonomique possible. Finalement, elle ne ressemblera pas tant que ça à une voiture, mais plutôt à une capsule portée par un drone. Et notre objectif, c'est de faire des courses de taxi en point-to-point à un prix abordable pour le client, c'est-à-dire une vingtaine d'euros au grand maximum. On voit à quoi pourrait ressembler cette CAPS. Comment ça fonctionnerait concrètement, vous l'avez dit, sous le modèle des taxis, finalement, taxis volants? Tout à fait. En fait, on pourrait commander l'appareil via notre téléphone. On installerait nous-mêmes plusieurs stations dans la ville, et de par son téléphone, il peut choisir la station de départ, la station d'arrivée. Puis à partir du moment où l'appareil est commandé, il va partir de sa station de stockage, se poser à la borne d'atterrissage proche du client et l'emporter là où il veut aller finalement. Et le coût d'une course, j'imagine que l'objectif, c'est aussi de le rendre accessible au plus grand nombre, le coût d'une course avec cette CAPS. Bien sûr, si on va avoir un jour un impact sur la congestion des villes et sur la pollution, il faut imaginer ça à une certaine ampleur. Et comme l'a dit mon collègue, on espère viser des prix aux alentours de 20 euros au maximum pour une course. Et ça demanderait quelle infrastructure à mettre en place? Quel type d'infrastructure il faudrait mettre en place dans les villes, justement? Tout dépend finalement. Il y a pas mal de nos concurrents qui sont déjà pas mal avancés, qui construisent des voitures volantes pour plusieurs personnes, donc des gros taxis. Et finalement, ce genre d'appareil aura besoin d'héliports. Donc pour l'instant, c'est pas accessible à la majorité des villes. Tandis que nous, on fait un appareil monoplace et on le design pour qu'il soit le plus fin possible, pour qu'il puisse atterrir au sol un peu partout. Et c'est pour ça que notre infrastructure, nous la développons aussi. Donc on tend à développer notre propre station d'atterrissage. Avec un impératif, j'imagine aussi, c'est de proposer une solution de transport totalement écologique et aussi silencieuse, parce que c'est des thématiques qui reviennent souvent aujourd'hui dans les demandes de transport. Alors en effet, la partie silencieuse a un impact qui est très fort psychologiquement vis-à-vis des populations, surtout quand on parle d'aéronefs. Nous avons développé l'aéronef le plus petit, comme ça vient d'être dit, monoplace, et le bruit vient en fonction du poids ou du volume de l'appareil. Donc en développant l'appareil le plus petit possible, nous imaginons quelque chose de très silencieux. Et en plus de ça, à la hauteur à laquelle l'appareil se déplacera, qui dépendra énormément des régulations, nous l'imaginons à hauteur d'une 150aine de mètres, permettrait de ne pas avoir de nuisances sonores
en fait. Est-ce qu'il y a des territoires propices où vous imaginez déjà cette capsule volante se développer? Alors forcément, le territoire qui nous intéresse ici, c'est de prime abord 50 ans en Yvelines. Est-ce que ce type agglomération urbaine, ça pourrait être un territoire propice pour voir se développer ce type de déplacement? Tout à fait. La manière dont on l'a inventé, finalement, cette solution, c'était plutôt au regard des villes européennes, puisque les villes asiatiques et américaines sont finalement trop larges. La capacité de l'appareil reste quand même réduite, et donc du coup, s'il est possible de traverser tout Paris ou faire 50 ans en Yvelines-Paris sur un seul trajet, on se voit mal du coup traverser une ville comme Dubaï, qui est finalement bien plus large que la région parisienne. Est-ce qu'il y a des territoires qui sont déjà intéressés, qui ont montré de l'intérêt pour votre projet? Alors, lorsqu'on a commencé notre projet, nous sommes allés voir plusieurs responsables de mobilité dans différentes villes et métropoles françaises pour savoir si tout simplement nous développions une solution qui était intéressante. Le retour des instances de mobilité est que c'est un projet très intéressant et qui vient compléter et ajouter un dynamisme dans certaines métropoles. Reste à voir les réglementations à évoluer pour pouvoir... La réglementation aujourd'hui, elle est très stricte en termes de transport aérien, c'est ça, de passagers? Pour l'instant, elle n'existe pas, donc la réglementation, c'est pas de voiture volante actuellement. Donc du coup, c'est voué à évoluer dans les années à venir, plutôt d'ici d'une dizaine d'années. Parce qu'on parle déjà de taxi volant pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, donc ça pourrait évoluer très vite. C'est possible que d'ici 2024, qu'il y ait une exposition au grand public, mais je doute qu'il y ait une masse importante de gens qui puissent se permettre des trajets, surtout au-dessus de Paris, qui est pas mal réglementé. Du coup, dernière chose, quel est le calendrier alors du coup vous fixez? Nous avons pour objectif dans l'année qui vient de terminer un premier prototype de démonstration et avec une certaine levée de fonds pour pouvoir mettre en place un système périn de R&D sur plusieurs années, car c'est principalement le sujet de notre entreprise, c'est de la R&D dans ce domaine, un domaine qui évolue rapidement, c'est le transport aérien. Est-ce qu'on a une année déjà où on pourrait voir en vol cette capsule? Alors pourquoi pas dans un premier temps pour du transport de marchandises, on peut imaginer? Alors, dans un premier temps, on ne l'a pas imaginé. On s'est intéressé au transport de marchandises, mais on s'est rendu compte qu'elle n'était pas particulièrement adaptée. Par contre, on peut l'imaginer dans un transport de personnes, mais plus avec une optique touristique en dehors des villes, donc moins de réglementation. Donc, par exemple, on peut s'imaginer ça, en Auvergne, si vous avez envie de voir les volcans d'en haut, on peut simplement s'en servir comme un ascenseur vers le ciel. Et du coup, une simple attraction touristique qui donnerait une vision sur la région. On suivra avec attention l'évolution de ce projet. Merci à vous deux, Paul Cassé, Pierre de Châteaubourg. Je rappelle que vous êtes les cofondateurs de la start-up CAPS qui qui développe en ce moment cette capsule volante. En attendant justement la capsule volante, les piétons et cyclistes peuvent déjà se rendre de Limay à Mantes-la-Jolie. La grande passerelle qui relie les deux villes en passant par la Seine a été inaugurée tout récemment. Une structure en acier et en bois. Manon Varaldo pour les précisions. Les villes de Mantes-la-Jolie et Limay sont reliées. La grande passerelle qui joint la place de l'Étape à Mantes-la-Jolie à proximité de la collégiale au théâtre de verdure situé sur l'île aux Dames est désormais ouverte aux cyclistes et piétons. Ce chantier a débuté en février 2018. Le pont existant est extrêmement utilisé, donc l'idée c'était de donner plus de place de donner plus de place en sécurité. Donc du coup on a voulu profiter de cette opportunité de créer une vraie passerelle. Un projet attendu depuis bien longtemps pour cet ancien maire de Mantes-la-Jolie qui prévoit également une autre passerelle en circulation douce. Cette idée était née en 1999, donc 20 ans plus tard, l'avoir réalisée, c'est très important. Et puis, avec l'arrivée des halls sur le territoire de Mantes et plus largement sur la vallée de Seine, il est impératif qu'il y ait des liaisons améliorées entre les deux rives, la rive droite et la rive gauche. On s'est même entendu avec le président de Devedjian, vous savez que nos deux départements aspirent à fusionner, pour que le long de la voie ferrée Éole, entre Houille et Nanterre, il y ait aussi une passerelle en circulation douce et que nous financerons tous les deux. Cette passerelle, un des nouveaux éléments en faveur de la mobilité douce financée en majorité par la région Île-de-France, un coût de 9,6 millions d'euros. Il faut construire ces passerelles parce qu'elles permettent là encore des nouvelles liaisons, peut-être pas en voiture mais des liaisons douces, des liaisons vélo qui permettent d'éviter les embouteillages qui sont vraiment la plaie des Yvelinois et notamment le soir et le matin. À partir de février 2020, l'aide à l'achat de vélos électriques sera proposée d'une valeur de 500 € pour chaque francilien.
Dans l'actualité locale également, de la politique à Élancourt, la campagne pour les municipales est lancée. Après le maire sortant, Jean-Michel Fourgousse, à la fin de l'année 2018, d'autres candidats ont annoncé leur souhait de se présenter. Une liste de gauche est en cours de création, notamment Marilène Yapichino et Mélanie Poquet. C'est leur première réunion publique. Le collectif Réinventons Élancourt s'est rassemblé ce samedi. Un collectif composé d'une quinzaine de personnes qui entend instaurer le débat avec la population. C'est surtout la méthode qui me semble tout à fait intéressante, à savoir qu'on veut faire émerger de l'ensemble des citoyens un projet de ville. Voilà, une orientation générale des méthodes et des contenus qui soient à l'image des habitants. Si la tête de liste n'a pas encore été désignée, les organisateurs de cette réunion revendiquent déjà un programme défendant des valeurs de gauche. Moi, effectivement, je suis membre de Génération. On est quelques-uns, je l'ai dit en introduction, il y a des militants qui sont engagés au PC, à Génération, certains au PS. Il y a aussi des gens qui sont plutôt engagés dans les associations de la ville et puis des gens qui n'ont pas forcément d'engagement, en tout cas jusqu'ici. Donc c'est vraiment une liste assez variée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de label posé. Maire sortant Les Républicains et président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse a lui déjà officialisé sa candidature pour mars 2020. Le reste de l'actualité, en bref, il est jugé non conforme. L'arrêté anti-pesticides pris par la maire du Perret en Yvelines a été suspendu par le tribunal administratif de Versailles. En mai dernier, Paulette Deschamps avait décidé d'interdire dans sa commune l'épandage de glyphosate à moins de 150 mètres des habitations. Le juge a considéré que cette mesure ne rentrait pas dans les prérogatives d'un édile. Un arrêté similaire a été pris également par la maire d'Aiguevilly. Elle a été convoquée devant le tribunal administratif le 4 octobre prochain. Eux dénoncent les attaques dont ils sont victimes et notamment à cause des pesticides. Les agriculteurs sont mobilisés toute la semaine à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Hier soir, ils se sont réunis à Paray-Douaville sur ces images, mais aussi au péage de Buchelet, de Saint-Arnoux, d'Alainville et au niveau de Jouarre Pontchartrain et de Gambais à proximité de la N12. Une action qui va se poursuivre toute cette semaine jusqu'à vendredi. Et d'ailleurs, agriculteurs et élus seront nos invités demain mercredi pour le premier numéro de la saison du 7-8 débat, émission consacrée à l'utilisation des pesticides. 265 000 participants et plus de 4 000 événements en France pour le World Cleanup Day. L'un d'entre eux était samedi au Claye-sous-Bois, porté par la Maison de la Jeunesse et de la Culture, rejointe par d'autres organisations. Marilène Yapichino les a suivis tout au long de la matinée. Ce matin-là, Colombe a enfilé gants et gilets jaunes pour nettoyer sa commune. On a une bouteille pour les mégots, on a un sac pour mettre le plastique, on a une bouteille en verre aussi. Puis on effectuera un second tri à l'issue de la balade. Comme elle, ils sont 70 à s'être levés de bon matin pour participer. C'est la deuxième année que se déroule ce grand nettoyage. Différents groupes ont été constitués et chaque groupe fait en fait un itinéraire très précis qui a été tracé stabilo. Durant 2 heures, ils sillonnent la ville et traquent le moindre déchet. C'est auprès des bancs qu'on trouve la plupart des mégots et à chaque fois on remplit quasiment une bouteille entière. Donc on focalise l'attention sur les parcs. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, il y a quand même plusieurs associations cléciennes qui se sont joints à nous. Il faut savoir que c'est un événement qui est international, qui a une déclinaison française et qui voilà que donc du coup on s'inscrit aussi dans quelque chose d'assez global. Au bout du périple, les équipes se retrouvent et mettent en commun leur récolte, fiers du travail accompli. Je fais très attention parce que je suis déjà éco-déléguée au lycée Sonia Delaunay qui est à Villepreux. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. On fait plein de projets et puis c'est vrai que l'écologie c'est vraiment un problème majeur dans nos sociétés. Au total, en 2 heures, 173 kilos de déchets ont été ramassés au Claye-sous-Bois, dont 5,8 de mégots de cigarettes. Le potager urbain qui fait face à la mairie de Bois d'Arcy évolue. Créé en 2015 par le mouvement des incroyables comestibles, il accueille désormais une spirale aromatique. Explication avec Patrick Jacques de Dixmude et Maxime Abolin. C'est la 3e spirale aromatique de France. Après Metz et Chambéry, cette innovation s'installe à Bois d'Arcy. La spirale a été inaugurée par les incroyables comestibles, un mouvement citoyen et solidaire d'agriculture urbaine participative.
Les incroyables comestibles reconnectent les gens entre eux et à la terre nourricière. Le principe, c'est que nos actions sont totalement ouvertes. Elles sont toutes ouvertes à tous. Chacun peut venir aider à faire les plantations, l'entretien, mais également venir partager les récoltes. Et ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui ont planté, entretenu, et celles qui vont effectivement partager les récoltes. Reprendre contrôle de ce qu'on mange, de la façon dont c'est produit. Et qui dit prendre le contrôle de ce qu'on mange signifie aussi prendre le contrôle de notre santé, bien sûr. Alors que 600 jardins solidaires existent en France, à Bois d'Arcy, on retrouve un lieu unique en coopération avec Sanoflore. C'est une spirale d'aromatiques. On trouve principalement des plantes aromatiques et médicinales. On aura l'année prochaine sur nos 3 spirales à peu près une quarantaine de plantations différentes, donc d'essences de plantes différentes. Le conseil municipal des jeunes, un groupe scout et des enfants d'une école élémentaire participent au projet. Mais l'initiative est ouverte à tous. Quand on voit l'état de la planète aujourd'hui, je pense que ce genre d'initiative, il faut que ça se multiplie à l'infini. Je pense que c'est important de se rappeler qu'un légume, ça pousse dans la terre. Et pour moi, c'est vraiment important d'essayer d'encourager même les jeunes pour comprendre qu'il faut qu'ils prennent les choses en main pour l'avenir et que ça dépend de nous et on peut faire de très belles choses ensemble. Prochain objectif pour les incroyables comestibles de Bois d'Arcy, continuer son développement à l'échelle locale et pourquoi pas nourrir toute la ville grâce à ces jardins participatifs. Avant de refermer ce journal, une pensée pour Antoine Farrugia, l'entraîneur emblématique, fondateur du Boxing Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines, nous quittait il y a 5 ans des suites d'un cancer. Une carrière sûre et surtout en dehors des rings. Sous sa houlette sont devenus champions de France et d'Europe Nasser Lakrib, Fawzi Ateb ou plus récemment Adila Mohammadi. Antoine Farrugia avait 70 ans. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouvez l'émission 7-8 Culture présentée par Aurélie Ronce. Belle soirée sur TV 78.